Klaus Schwab, bonjour, bonne année. Bonjour M. Rochepin, et c'est un plaisir d'être de retour. Voici la 43e édition du Forum de Davos. On va parler de ça, de la situation économique. 43 ans, ce temps est passé comment? 1971-2013. C'est une période fascinante avec tant de changements économiques, politiques, sociaux. Il y a très peu de gens comme vous qui sont au cœur du chaudron pendant si longtemps. Les politiciens ne sont pas toujours réélus, ils passent. Le temps vous a paru long? Oui et non. Naturellement, si on regarde tous les changements, on a l'impression que c'était une période assez longue. Mais en principe, moi, je l'ai vécu d'une manière tellement rapide que je ne peux pas m'imaginer que déjà plus que 40 ans ont passé. Question naïve. Les gens disent souvent « le monde va mal » ou « le monde va plus mal que dans le passé ». Vous qui avez la vision sur 40 ans, plus, comment vous ressentez ça? Oui, aujourd'hui, on vit dans une situation de crise. On pense que le monde n'était jamais plus pire qu'aujourd'hui. Mais en réalité, regardez ce qui s'est passé en 71, 71. Il y avait une grande partie des pays dans le monde qui étaient des dictatures. Aujourd'hui, c'est quand même un grand progrès qu'on a fait, les pays de l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud. En Asie, pardonnez-moi, en Asie, la démocratie progresse. Vous avez rencontré à plusieurs reprises Aung San Suu Kyi, par exemple. La démocratie progresse? Oui, vous avez eu, si vous êtes aujourd'hui un jeune, par exemple, même en Chine, etc., vous avez beaucoup plus de possibilités de vous exprimer, notamment aussi à travers de l'Internet comme dans le passé. Mais aussi, je devrais ajouter que sur le plan économique, le monde a fait beaucoup de progrès parce qu'à l'année 71, on a été 4 milliards de personnes sur notre Terre. Aujourd'hui, on est 7. À 71, on avait 2 milliards qui ont été pauvres. Aujourd'hui, on a encore 2 milliards. C'est trop, mais quand même un progrès. Le Forum de Davos, c'est l'économie, mais c'est aussi beaucoup d'autres secteurs de la vie. La démographie, vous dites des choses étonnantes. Par exemple, l'âge moyen sur la Terre, tous les pays confondus, c'est assez jeune. Oui, ça fait 27 ans. Le monde est jeune. Le monde est jeune, et c'est la raison pour laquelle on a intégré à Davos aussi la voix des jeunes, parce qu'on parle de leur avenir. Vous dites la moitié des bébés qui naissent maintenant seront centenaires. Ça paraît incroyable, ça. C'est le progrès technologique, c'est ceux qui me disent les scientifiques. Est-ce que c'est plus dur de diriger aujourd'hui? Vous avez connu tous les dirigeants de la planète pendant 40 ans. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de tenir un pays? Oui, c'est beaucoup plus difficile, pas seulement pour les politiciens, mais pour les chefs d'entreprise, parce que vous avez 3 choses qui caractérisent la situation aujourd'hui. C'est la vélocité. Tout va beaucoup plus rapide aujourd'hui. Vous avez l'interconnectivité, c'est-à-dire tout est interdépendant, et finalement, vous avez la complexité. Alors, le monde était simple dans un certain sens. Aujourd'hui, c'est très difficile. On dit aussi souvent, les grands dirigeants, c'était le passé. On cite Churchill, De Gaulle, Mitterrand plus tard. Et on dit, maintenant, on a une catégorie en dessous. Est-ce que vous le ressentez? Non, il y a encore beaucoup de dirigeants qui sont des vrais visionnaires, qui font un travail très bon. Mais n'oubliez pas, il y a 40 ans, un chef d'entreprise, en moyenne, restait 10 ans, avait le temps de se faire une réputation. Aujourd'hui, en moyenne, aux États-Unis, il reste entre 4 et 5 ans. Alors, il est tellement concentré sur son entreprise qu'il n'est pas tellement perçu dans le public, comme c'était le cas auparavant. De tous ceux que vous avez rencontrés, je sais qu'on vous a posé la question 100 000 fois, mais de tous ceux que vous avez rencontrés, qui sortait vraiment du lot? Qui vous a dit, voilà, ça c'est quelqu'un de hors norme? Je crois qu'il y a 2 personnes avec lesquelles j'avais l'honneur d'établir une relation tout à fait particulière. C'était Raymond Barre, qui était un de mes mentors, et c'était Nelson Mandela, naturellement. Pourquoi Mandela?
Je crois pour vraiment être un leader, il faut 4 choses. Il faut votre intelligence, le brains, comme on dit. Il faut votre cœur. Et il faut votre âme et de bon air. Alors pourquoi le brains? Parce que vous devriez faire le travail d'un professionnel. Pourquoi le cœur, non, pourquoi cerveau, l'âme? le D'abord, l'âme, vous devriez avoir une vision et vous devriez avoir des valeurs. Et finalement, le cœur, vous devriez avoir de passion pour ce que vous faites. Et je crois Nelson Mandela incorpore, intègre tous ces 4 choses le mieux. Klaus Schwab, parlons du panorama économique. Je vous propose de commencer par la Suisse, pas par nationalisme. C'est vous-même le Forum de Davos qui mettez en évidence la Suisse. On va voir le classement de la compétitivité tel que vous le donnez. La Suisse première, devant Singapour, devant les Scandinaves, les Pays-Bas, l'Allemagne. Oui. La France est loin derrière. Il y a un miracle suisse. Oui, mais de l'autre côté, c'est aussi mérité, cette position, si on regarde les faits. Et nous mesurons la compétitivité sur la base de 200 facteurs différents. Alors, vous avez la bonne situation macroéconomique. La Suisse n'a pas beaucoup de dettes comparée avec d'autres pays. Vous avez l'innovation, vous avez un certain degré de responsabilité sociale qui est très important parce que c'est le réseau, le tissu social qui a un effet positif aussi sur la compétitivité. Alors, si on prend tous ces facteurs ensemble, je crois que la Suisse mérite la position, mais il faut se battre pour maintenir cette position. C'est comme Roger Federer, vous savez, d'être le numéro 1, c'est peut-être plus facile de le devenir que de le rester. Une enquête récente dit que, selon beaucoup de facteurs, c'est en Suisse qu'il faut naître en 2013. Il y a un autre papier qui a fait sensation ces jours-ci en disant que la Suisse est le pays le plus solide, le plus anti-fragile. C'est si solide que ça, la Suisse? Oui, je crois parce que on a quand même montré qu'on a établi une diversité, ou une unité dans la diversité. Et c'est une racine. Aujourd'hui, il y a tant de forces qui vont dans la désintégration. La Suisse a montré sa résistance contre cette désintégration pendant des siècles. Alors moi, je suis heureux de vivre en Suisse. Vous dites « on », hein, vous êtes suisse, de cœur? Je suis de cœur, d'origine suisse, mais je suis né en Allemagne. La Suisse, ça représente quoi pour vous, personnellement? La Suisse, c'est une identité tout à fait particulière. C'est une identité où je me sens responsable, co-responsable de ce qui se passe. Je ne suis pas seulement un spectateur. Les Suisses ont la possibilité de co-déterminer leur avenir. Et je crois que c'est quand même assez rare. Vous signez un e-book que chacun peut télécharger sur Internet sur la réémergence de l'Europe. Ce qui est frappant en Europe, évidemment, c'est le cas allemand. On le voit dans le classement de la compétitivité que vous publiez. Il y a vraiment une particularité allemande, une espèce de roc en matière de finances, de rigueur. Oui, je crois que la Suisse et l'Allemagne partagent certains traits qui sont à l'origine de cette situation plus favorisée. Je crois que l'Allemagne, avec les efforts pour la réunification, a reconnu très tôt qu'il faut flexibiliser aussi à un certain point les systèmes sociaux. Alors elle a un avantage vis-à-vis des autres pays européens dans ce sens. Les Allemands ont appris de montrer de solidarité à cette époque-là. Alors je crois de l'autre côté, l'Allemagne a une responsabilité tout à fait particulière à l'intérieur de l'Europe. Il y a un phénomène, Angela Merkel, c'est une familière du Forum de Davos. Elle part aux élections avec beaucoup de chance. On dit que c'est la femme la plus puissante de toute l'histoire depuis Marie-Thérèse d'Autriche ou d'autres. Qu'est-ce qu'elle incarne, d'après vous, Angela Merkel? La persévérité.
je crois que c'est très difficile à gérer maintenant une crise, notamment une crise financière, avec 27 pays dans l'Union européenne et 17 pays dans le système monétaire. Il y a dans ce système européen probablement une centaine de partis. Madame Merkel est aussi dans un gouvernement de coalition. Alors, moi, je crois qu'elle a une très claire vision, mais elle va toujours, elle fait son prochain pas d'une manière très tactique aussi, en regardant ce qui est possible à chaque moment. Le contraste avec la France, vous me disiez la France non seulement est assez bas dans le classement, mais elle recule. Oui, la France qui était toujours parmi le premier groupe en Europe, c'est-à-dire les pays scandinaviens, l'Allemagne, les Pays-Bas, disons, elle était toujours parmi les 12 premiers, elle est tombée à 15, 18 et cette année à 21. Si vous prenez l'Italie et l'Espagne qui sont autour de la position 40 dans la classification compétitive, alors le souci c'est que la France partage de plus ou moins tous les problèmes des pays méditerranéens. Il y a un aspect touchant dans votre livre, c'est le rappel des origines de l'Europe, l'après-guerre. Vous êtes un enfant de la guerre, vous êtes de 38, oui. Donc vous aviez 7 ans en 45. C'est un souvenir ? Oui, j'ai vécu la période de guerre encore en Allemagne. Je me souviens encore de bombardements. Je me souviens aussi, notamment qu'une partie de mes co-écoliers ont perdu leur père. Ça m'a beaucoup formé et j'ai dirigé pendant un certain temps aussi le mouvement de jeunesse franco-allemande. Pour moi, l'Europe, c'était le grand nouveau espoir, nouvel espoir. Et c'est pas seulement une construction économique, c'est quelqu'un qui provient du cœur. On sent un attachement d'âme pour vous avec l'Europe. Alors vous allez dans le monde entier, vous êtes lié au monde entier, mais l'Europe, c'est quelque chose de différent. Oui, je suis un mondialiste avec un cœur européen et je suis fier parce que l'Europe a beaucoup à offrir au monde, un petit peu comme la Suisse. C'est la diversité dans l'unité, ce sont certains standards sociaux, c'est l'innovation. Il ne faut pas oublier que nous avons encore en Europe des entreprises les plus performantes, même dans la haute technologie, regardez la pharmacologie, etc. Je crois qu'on a tous les atouts, et si on réunit tous ces atouts, parce qu'aujourd'hui, pour avoir du poids dans le monde, on ne peut plus être un petit pays, il faut une unité d'une certaine grandeur. Klaus Schwab, la crise, même les crises, la crise des subprimes en 2008, crise de l'endettement des banques, des États, la pratique de l'argent, elle était devenue vicieuse. Quel était le problème dans la pratique de l'argent ? Oui, vous savez, je pourrais comparer cela à une situation où notamment le système bancaire, le système financier étaient habitués de rouler sur des autoroutes nationales. Et soudainement, on a ouvert une autoroute globale. Mais les gens ont utilisé cette autoroute sans règlement. Et naturellement, il y a eu de cambriolage. Et ce qu'il faut aujourd'hui, ce sont des règlements beaucoup plus sévères pour éviter que ça, c'est un cambriolage, c'est-à-dire une crise, retourne parce qu'on n'est pas encore sur un fondament assez solide. Vous parlez de la crise qui n'est pas forcément finie ? Non, je ne crois pas. On a reporté quand même un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus, le système bancaire, par exemple en Espagne, etc.
même la dette étatique comme la Grèce, etc. Mais on a fait de progrès. Il ne faut pas oublier que de réformes ont été entreprises, qu'on a certains indicateurs qui montrent plutôt dans la bonne direction. Alors il ne faut pas être... il faut être vigilant, mais pas tout à fait pessimiste. Vous prenez une certaine moralisation de l'argent. Vous aviez fait événement il y a quelques années en vous déclarant sur les trop hauts rémunérations de certains dirigeants. Vous me disiez tout à l'heure, vous êtes contre les forfaits fiscaux en Suisse, c'est vrai ? Oui, moi je crois qu'il faut établir dans tout ce qu'on fait dans un monde qui est globalisé une situation où tout le monde est soumis aux mêmes conditions. Par exemple, moi, je paye mes impôts en Suisse, je profite des routes en Suisse, etc. Je ne vois pas que quelqu'un qui vient de l'étranger, qui gagne beaucoup plus que moi, paye moins des impôts. Et c'est pour moi une question de fairness et de... je ne veux pas dire on n'est pas égaux, mais quand même... il faut une certaine justice dans cela. Oui, c'est pas loyal que quelqu'un bénéficie d'un forfait fiscal alors que d'autres payent entièrement. Exactement, exactement. Et notamment si la différence est aussi éclatante. Moi, je dirais, on pourrait garder les forfaits, mais je crois le montant devrait être similaire à ceux qui payent, qui gagnent ici leur argent. Klaus Schwab, on le rappelait en début d'entretien, 43 ans que vous êtes vraiment au cœur du chaudron avec les dirigeants de la planète entière que vous pratiquez. Il y a ce fameux, je crois que c'est le dimanche où vous faites ça, où vous appelez au téléphone plusieurs chefs d'État, responsables, ministres, pour sentir l'air du temps. Exactement. C'est quoi l'air du temps aujourd'hui ? Je crois qu'il y a encore trop de pessimisme dans l'air parce qu'à la fin... La croissance va revenir si on a de confiance dans l'avenir. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a choisi pour Davos l'année prochaine... cette année déjà. Cette année, oui, qu'on a choisi le thème Resilient Dynamism. Ça veut dire qu'il faut cultiver la résilience parce que dans un monde qui est interconnecté, on va avoir beaucoup plus de risques, c'est clair, parce que le système est devenu beaucoup plus complexe. Mais il faut penser à l'avenir, il faut penser à toutes les opportunités qu'on a aussi. La résilience, c'est un mot très à la mode. C'est les psychologues qui l'utilisent plutôt pour dire on peut rebondir. Hein, c'est ça, on peut survivre à un malheur. Exactement. C'est vrai pour l'économie. C'est aussi vrai pour l'économie. C'est une question aussi de l'attitude. Aujourd'hui, si je voyage dans le monde, tout le monde parle de la crise, etc. Moi, je dis, parlons des opportunités énormes qu'on a avec le développement technologique. Par exemple, l'âge moyen. Si je reviens à l'année 71, on a augmenté en moyenne mondiale. On a augmenté par 10 ans. Ce sont tous des effets positifs. Alors, il faut revenir à l'optimisme. Klaus Schwab, le miracle de Davos, ça marche depuis 43 ans. Vous savez que beaucoup ont essayé de vous concurrencer. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui fait le miracle de Davos ? Parce que l'idée peut paraître simple au départ. Qu'est-ce qui fait ? Je crois que c'est la confiance qu'on a à nous, la confiance de la part de chefs d'entreprise, mais aussi de la part de tous les gouvernements dans le monde, de la part de la société civile, des jeunes, etc. Alors pourquoi la confiance ? Parce qu'on n'a jamais essayé de manipuler les choses. On a toujours essayé d'avoir une position neutre. Dans l'esprit de la Suisse, je crois, d'être domicilié ici, à Genève, ça a quand même un impact très positif sur nous. Vous êtes ancré ici, mais vous êtes un peu citoyen du monde. Vous voyagez quoi ? Combien de jours par an ?
Je fais à peu près 40% de mon temps et je fais à peu près 15 voyages outre-mer par an. Parce qu'on a aussi nos bureaux maintenant à New York, à Tokyo, à Pékin. Chez vous, c'est où chez vous? Chez moi, c'est à Genève. C'est dans ma maison à Genève. Klaus Schwab, c'est le temps des vœux, les débuts d'année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De bonne santé. Je crois pas seulement à moi, mais aussi à l'économie mondiale. Et je crois un petit peu plus d'esprit, d'optimisme à tout le monde qui gère nos affaires mondiaux. Merci Klaus Schwab pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci bien.